Bon, tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour cet épisode qui s'est fait attendre et j'espère que l'autre sortira plus vite. Mais bon, les aléas de la vie et des activités qu'on fait à côté et évidemment, on est tributaire du coup de l'emploi du temps. Journal de femmes est un podcast à la base créé avec une action culturelle du même nom. C'est pour les femmes en recherche d'emploi, ou de projets professionnels, ou juste un peu d'estime. Je continue désormais ce podcast avec des épisodes un peu plus personnels, en attendant que d'autres actions se montent. Aujourd'hui, nous commençons un cycle cinéma de 3 épisodes sur le film Working Girl. In a new film directed by Mike Nichols, I'm telling you, she's your man. Working Girl. You know, maybe I just don't like you. Me? Nah. C'est un film que j'aime beaucoup, et en plus je vous en avais fait la promesse dans l'épisode précédent. Working Girl, c'est une histoire que je qualifierais de Cendrillon. Une pauvre jeune fille vit une suite de péripéties pour accéder à un meilleur statut. Notre jeune fille, c'est Tess McGill, qui vient de fêter ses 30 ans. Bon, déjà c'est un truc que je note, j'ai l'impression que dans ce type de format Cendrillon, c'est rare d'avoir des personnes de 30 ans ou plus. Mais c'est peut-être moi. Elle est jouée par Mélanie Griffith, tout en permanente et boucle blonde. Donc Tess a 30 ans et elle est secrétaire dans des entreprises financières. J'avoue que pour moi c'est assez obscur, j'ai pas trop compris ce qu'elle faisait, mais bref. Elle prend tous les matins le ferry de Staten Island, elle cumule les formations, elle a d'ailleurs un diplôme qu'elle a eu en cours du soir. Bref, Tess est une bosseuse qui en veut. Là, j'ai un cours de diction à 13h. Un cours de diction? Mais c'est ridicule, tu causes vachement bien. Bon bah alors, si tu veux bien, je passerai te prendre à 5h. Non, j'ai un séminaire sur les nouveaux marchés à 5h30. Mais enfin, c'est ton anniversaire, ils peuvent bien se développer sans toi, non? À quelle heure est notre rendez-vous à la maison? On comprend aussi qu'elle est compétente et qu'elle veut évoluer. Son objectif, un statut de cadre. Tess vit avec Mike, ou Mick en version française. Elle a sa meilleure amie, Cynthia, qui a une vie à peu près similaire à la sienne, l'ambition en moins, et avec qui elle prend le ferry régulièrement. Après avoir été virée une énième fois d'un emploi, Tess est embauchée pour être la secrétaire de Catherine Parker. Et puis Catherine a l'air de vouloir vraiment la soutenir dans sa démarche d'évolution. Donc Tess se sent enfin écoutée, comprise, etc. Donc Tess lui apporte son idée pour une affaire de fusion-acquisition pour Trask Industries. Cette affaire de Trask Industries, ça va vraiment être le MacGuffin de notre histoire. Tess lui apporte son idée, Catherine l'écoute, attentive, et lui dit qu'elle va voir ce qu'elle peut faire, qu'il faut qu'elle s'entraide. Je postule pour être cadre et si ce projet pouvait être mis sur pied, peut-être que vous pourriez en toucher un mot à la direction. Mais bien sûr, Tess. On s'entraide, je vous le rappelle. Illusion de sororité. Oui, merci. Bref, Catherine part en vacances en Suisse avec l'espoir qu'un homme qu'elle fréquente lui fasse sa demande en mariage lors de ce séjour. Au passage, avant de partir et en essayant des chaussures de ski, elle dit à Tess que l'idée pour Trask, c'était super, mais ça n'a pas abouti. Pas de chance. Mais il ne faut pas qu'elle hésite à lui amener de nouvelles idées. On retrouve Catherine en Suisse qui, toute de combi rouge vêtue, se casse la jambe à la suite d'une chute et se retrouve coincée du coup en Suisse, dans l'impossibilité de revenir. Elle appelle donc Tess pour lui dire de passer chez elle pour arroser les plantes, répondre aux gens en disant qu'elle ne peut pas venir, etc., etc. Bref, du travail de secrétaire. Du coup, Tess va chez Catherine, elle suit les notes de son enregistreur, et là, que découvre-t-elle? Que notre MacGuffin, l'affaire Trask, du coup, est loin d'avoir été enterrée. En fait, Catherine propose d'en parler à un associé, et surtout de ne rien dire à Tess. Déception, et ce n'est pas fini, puisqu'en rentrant chez elle un peu plus tôt que d'habitude, Tess découvre Mike au lit avec une amie. On peut au moins lui reconnaître le fait qu'il est honnête et ne tourne pas autour du pot. T'as séché l'école? C'est ça? Écoute, c'est pas ce que tu crois. Enfin, si, c'est ce que tu crois, mais je peux t'expliquer. Oui, non, évidemment, il n'y a rien à expliquer. T'es un salaud. Tess part donc se réfugier chez Catherine et décide de prendre les choses en main. Tess McGill va elle-même conclure cette affaire avec Trace, et pour ça elle a besoin de Jack Trainer, l'associé évoqué auparavant par Catherine.
Alors, Tess commence sa transformation, Cendrillon approuve, nouvelle coupe, robe empruntée dans la garde-robe de sa bosse, invitation à foison. Petit à petit, Tess prend confiance, surtout avec ses méthodes, ses capacités d'adaptation et sa curiosité, et ce, avec le soutien de Jack. Aujourd'hui, pour cet épisode, nous allons plutôt nous intéresser au personnage de Tess McGill, qui est le personnage principal du film. Puis nous nous intéresserons ensuite, dans 2 autres épisodes, au personnage de Catherine et de Jack. Le personnage de Tess sera donc lu par rapport aux différentes formes de domination qu'elle subit, et pour cela, je vais vous donner une définition du patriarcat que je trouve plutôt intéressante. Dans son livre La volonté de changer, Bell Hooks définit le patriarcat comme un système politico-social qui affirme que les hommes sont intrinsèquement dominants, supérieurs à tout ce qui est considéré comme faible, en particulier les femmes, dotées du droit de dominer et de régner sur les faibles, et de maintenir cette domination par diverses formes de terroristes psychologiques et de violence. On va ainsi voir que Tess subit la domination sexiste, la domination de classe et aussi la domination de moyens de réussite. Cependant, on note néanmoins que le personnage de Tess est une femme blanche, et tout ce qui est domination raciste n'est évidemment pas pris en compte. D'ailleurs, dans le film, il n'y a pas de personnage racisé, et c'est vraiment dommage parce qu'on est quand même dans un film de 88. Donc, tout d'abord, la domination sexiste. Dans le film, c'est la première qui apparaît, et c'est aussi la plus flagrante, puisqu'on le voit avec les premiers collègues de Tess. Dantitech reste à 18-13. C'est la cote exacte que j'avais prévue, mais vous m'avez soutenu le contraire. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'était prévisible. Leur nouveau produit n'a pas fait un malheur, malgré la publicité. Qui aurait envie de ce produit qu'on crache par terre? Ça peut peut-être bien marcher, mais personne ne va devenir riche. Et si j'étais vous, je me débarrasserais rapidement de ces Dantitech. Possible. Il va falloir qu'on s'en aille. Nous sommes pressés. Mais j'ai 2 trucs à vous dire avant. D'abord, une mauvaise nouvelle. Votre demande de stage de cadre a encore été refusée par la commission. Pourquoi? On a fait ce qu'on a pu, Tessie. Mais vous savez qu'il faut au moins sortir de Harvard ou de Wharton pour effectuer ce stage. Et tout ce que vous avez, c'est un bagage de secrétaire. C'est pas la même chose, n'est-ce pas? La dure loi de la jungle. Oui, c'est atroce. Et quoi d'autre? Lutz va vous le dire. Bob travaille à l'arbitrage. Et il cherche une assistante qui en veuille. Vraiment? Une fille qui prenne des initiatives. Bob voudrait vous rencontrer demain, histoire de faire connaissance. C'est encore un de vos jolis plans? J'ai l'air d'un Mac, moi? Cette scène est très intéressante parce que souvent dans les scènes du film, elle démontre l'embroglio du patriarcat que Tess subit. D'abord, on voit ses qualités professionnelles, elle leur parle comme à des égales du boulot. Eux ensuite s'enfuient en disant qu'ils ont autre chose à faire, ils restent entre eux, il y a un côté très boy club duquel elle est forcément exclue puisque c'est une femme. En leur annonçant quand même une mauvaise nouvelle, le coup du stage où elle est refusée parce qu'elle n'a pas fait la bonne école, et il y a quand même un mépris de classe sur ce qu'elle a fait. De plus, on l'appelle Tessie, qui est un nom infantilisant et qui cherche du coup à la diminuer. Et en plus, on a ensuite le double jeu, le double sens des mots qui sont utilisés dans la recherche d'une assistante, une fille qui prend des initiatives et faire connaissance, qui peuvent s'appliquer autant dans le cadre professionnel que dans le cadre d'un rencard. On voit que Tess n'est pas dupe, mais ses collègues se moquent quand même d'elle, en la reléguant quand même à ce genre de pratique qui ne se pose pas du tout sur ses capacités professionnelles. D'ailleurs, juste après cette scène, et pour confirmer l'exemple, on a une autre figure du coup masculine que Tess rencontre dans le cadre de son travail, qui est Bob de l'arbitrage, comme dit dans l'extrait juste avant, qu'elle est censée le rencontrer pour être son assistante. Nous allons discuter de tout ça à l'hôtel. À l'hôtel? Ah oui, la société a une suite à l'année au Carlton et on a le droit d'en disposer quand elle est libre. Si on travaille bien. Waouh! Vive la boîte! Ok. Oh, pardon. Oh, bah, excusez-moi, je suis désolé. Hé, Bob, ça suffit! C'est pas de ma faute, c'est la coke. Je me suis laissé aller, là. Eh bien, justement, à l'arbitrage, on a fait un résumé de nos activités sur vidéo pour les élèves des business schools. Alors, je vous la mets, et puis vous me questionnez. C'est une excellente idée. Ah non, c'est pas sur cette bande-là. Mais si ça vous Bob, branche... êtes-vous certain d'être à la recherche d'une assistante? I know.
aucune urgence pour le moment, mais dans un futur proche, c'est presque certain. L'arbitrage, Bob, c'est pas comme ça que je veux le Qu'est-ce faire. que vous insinuez exactement? Mais rien. Vous pouvez vous arrêter ici, s'il vous plaît? Non, mais qu'est-ce que vous faites? Ah non! Éjaculation précoce. Avec cette scène, Nichols montre tout de suite que Tess ne veut pas évoluer par ce biais. On a cette vieille idée que si une femme réussit, c'est parce qu'elle couche. Comme si ton genre t'empêchait d'être compétente. De plus, à aucun moment Bob ne présente la chose concrètement à Tess. Il sait, Tess sait, et nous, spectateurs, on sait. En plus de ça, il multiplie les sous-entendus. Coke, hôtel, porno, champagne. D'ailleurs, dans cette scène, la bouteille de champagne représente par sa forme phallique un pénis. Et on parle beaucoup de pénis dans ce film. Pas un pénis, le membre sexuel, mais le pénis comme symbole du pouvoir patriarcal. C'est Bob qui a la bouteille. Il l'ouvre et en asperge Tess. Vous voyez la métaphore. Avant de partir, Tess récupère cette bouteille, que Bob avait posée entre ses cuisses si le message n'était pas clair. Elle secoue la bouteille et à son tour l'arrose en finissant ainsi « éjaculation précoce », si la métaphore vous avait encore échappé. On est vraiment sur une situation de harcèlement sexuel au travail. Mais je suis sûre que certains trouveraient à redire en disant qu'elle s'y est rendue de son plein gré. La bouteille de champagne, étant par son symbole dominateur, passe de main en main, présentant ceux qui l'utilisent comme ceux ayant le pouvoir sur la situation. Voilà pour cette partie sur la domination par les hommes au travail. Dénigrement, remise en question des capacités, refus d'évolution, harcèlement sexuel, bref. Beau programme. Maintenant, nous allons nous attaquer à Mike, du coup, c'est-à-dire l'homme qui partage le foyer, le copain, le petit ami de Tess. Donc Mike est un entrepreneur qui attend un prêt de la banque pour acheter un bateau. Ce n'est pas un mauvais gars, même si tromper sa copine n'en fait clairement pas le prince de l'année. C'est un homme qui n'est pas déconstruit, pour reprendre les termes du wokistan cher à nos cœurs. Tess est là pour satisfaire ses désirs en partie sexuels, malgré, on se doute, l'affection qu'il a pour elle, et ça se voit dans le cadeau d'anniversaire qu'il lui fait. T'es super bandante comme ça. Viens ici. Ce serait bien si un jour tu m'offrais un truc différent, un pull ou des boucles d'oreilles. Tu vois ? Quelque chose que je pourrais porter en dehors de l'appartement. À noter que, au moment de cette scène, il pousse une peluche qui est sur le lit, et c'est une peluche d'un loup déguisé en agneau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est pas déjà un premier indice ? Tess a de l'ambition. Avant de se lancer dans le mariage, elle a besoin de s'assurer une place dans le milieu professionnel. L'indépendance d'une femme commence par son porte-monnaie. Alors que Mike préférait une vie tranquille avec une femme qui l'aide à tenir son entreprise. Son rôle est selon lui celui du bon père de famille. C'est l'individu diligent et raisonnable qui dirige la famille. Je vous invite d'ailleurs à lire le livre de Rose Lamy en bon père de famille sur le sujet. Il ne s'implique pas vraiment dans les ambitions de Tess, puisqu'elles sont inutiles, vu que c'est lui qui adviendra aux besoins de la famille, et surtout il ne supporte pas qu'elle ne veuille pas suivre son chemin. C'est une réponse, ça? Si tu veux une autre réponse, demande à une autre. Tu nous as roulé dans la merde, t'es contente? C'est toi qui as tenu à te mettre dans cette galère, Mi. Tu voulais que je mente devant ces gens, que je réponde n'importe quoi juste pour satisfaire ton orgueil. Je croyais que tu serais heureuse d'avoir cette demande en mariage. Il y a 3 jours, je te trouve au pieu avec Dorine. Et parce que je prends un verre dans une soirée, boum, tu exiges que je m'engage pour le reste de ma vie? Entendu, d'accord. On est seuls cette fois, sans témoin. Veux-tu m'épouser ou quoi? Écoute, Mick, on doit vraiment décider de ça maintenant. J'ai envie de savoir où je vais dans la vie. Et même si ça t'ennuie, j'attends de toi une réponse, ça se comprend? Je t'ai dit peut-être. Peut-être, c'est que dalle. Tu me fais chier avec ton peut-être. Réponds-moi maintenant. S'il te plaît, arrête de crier après moi. Tu crois peut-être que je suis sourde? Non, excuse-moi, j'y pensais plus. Madame est devenue cadre. Mais quel est le con qui t'a transformé en Grace Kelly? Je suis pas ta chienne. Alors tu arrêtes de me parler comme ça. Non, alors là, je comprends rien à ce que tu me racontes. On se retrouvera quand tu auras décidé quelque chose. Moi, je me barre en attendant.
À la fin, il se met en couple avec Doreen, qui accepte de l'épauler. La séparation avec Tess se fait sans amertume, chacun étant d'accord pour dire qu'ils n'ont pas les mêmes attentes. Mike n'est pas un connard, mais c'est un homme construit selon les règles du patriarcat, et qui ne supporte pas qu'on ne s'y plie pas. On pourrait aussi s'attarder sur le personnage de Jack, mais on se le garde pour un prochain épisode. Les dominations que nous venons de voir sont exercées par des hommes. Mais une autre forme de domination va être éprouvée par Tess, celle de la domination de classe. Et oui, ça rentre aussi dans le patriarcat. Tess vient d'un milieu populaire, on sait qu'elle est compétente. Vous m'avez dit ça les autres fois. Ruth, j'ai eu 30 ans avant-hier. Ça m'a pris 5 ans de cours du soir pour avoir ce diplôme et je l'ai eu avec mention. Alors je voudrais un vrai job. Demandez-leur si j'ai pas été efficace. Même à Lutz, il dira que Tess McGill est du genre efficace. Je doute très fort qu'il veuille faire les louanges de Tess McGill. Et jusque-là, les hommes lui barraient le chemin. Mais heureusement, elle va commencer à travailler pour une femme, Catherine Parker. On reviendra sur le personnage de Catherine plus longuement. Ce qui nous intéresse ici, c'est la domination que Catherine peut exercer sur Tess. Tout d'abord, on apprend que Tess et Catherine sont de classes différentes par leurs apparences physiques, tenues, maquillage, bijoux, façon de parler. Nichols dissémine les détails qui nous éclairent, comme les cadres posés sur leur bureau. Tess pose des portraits de Mike et d'elle pris lors d'une sortie, alors que Catherine a un portrait familial pris chez un photographe. On apprend aussi que Catherine peut profiter de la somptueuse maison de ses parents, bref, des avantages de moyens dont Tess n'a pas accès. Il y a un truc qui est assez drôle, ce sont les privilèges accordés à ceux qui possèdent déjà plein d'argent. Un privilège qui leur permet de dépenser moins. Je vais vous donner un exemple. Dans la saison 1 de Atlanta, de Donald Glover, son personnage se retrouve à un événement où il y a 2 étages. Un pour le public, aka les pauvres, et un pour les partenaires, ceux qui parrainent, bref les riches. Donald Glover doit rester avec les pauvres, mais décide d'aller voir les riches pour tenter des partenariats pour lui-même et son cousin qui est chanteur. Le passage qui m'intéresse, c'est celui où il va au bar des riches, il commande une bière, s'apprête à payer, et le barman lui dit que les boissons sont offertes. Un peu de façon méprisante, je crois. Donald change sa bière pour un whisky. Il y a aussi une scène de ce genre dans Working Girl. C'est toujours un truc qui m'hallucine que des gens pétés de fric et qui vont faire tout un foin pour une histoire d'écran plat et de bourse scolaire soient pas habitués à payer leur verre. Mais l'alcoolisme, c'est un truc de pauvre, c'est bien connu. Oui, ce podcast maintenant dénonce. Bref, je prends ce chemin pour vous parler du mépris de classe que Tess subit. Comme Donald Glover, Tess n'a pas les codes, ce qui lui vaut un jugement de la part des classes dites supérieures. Comme je suis nouvelle, je voudrais donner un petit cocktail, histoire de rencontrer un peu tout le monde. Et Ginny a lancé quelques idées qu'il faudrait noter. Bien sûr. Le traiteur sera Arthur Audemars. Il fournira les amuse-gueules et les petits fours, vous trouverez son nom dans l'annuaire. Et le prince du bois fournira les serveurs et le reste. Ils sont cavistes sur Broadway et ils ont de très bons crus. D'accord, Bess? Tess, oui. Alors je mets tout en route. Vous avez une autre idée? Je viens de lire un article dans Femme et Beauté sur les plats qu'ils font en Chine à la vapeur. Il y a le restaurant à Mott Street qui accommode ce genre de plat et... C'est une idée, j'avoue, qui me séduit. C'est plus original que les éternels amuse-gueules. Vous voulez voir l'article? Vous lisez Femme et Beauté? Je lis des tas de revues pour rechercher les bonnes idées et aussi pour le plaisir. Mais vous avez raison, la vapeur est une invention tout à fait récente. Bien, ma foi, vous avez maintenant l'embarras du choix. Je vous remercie pour tout, Ginny. Il me faut retourner au charbon. Eh oui. Vous vous en occupez, hein? Oui, tout de suite. Très bonne idée, Tess. Allez-y, c'est le bon chemin, suivez-le. Dans cette scène, Tess est confrontée au regard de Ginny, qui représente un éternel classicisme bourgeois, où Tess est à la recherche d'évolution et de nouveautés. On sent le mépris dans sa voix. En plus, elle l'appelle Bess. Est-ce qu'elle le fait exprès? Ça... Au final, Tess se retrouvera au service des bouchers vapeurs durant la soirée. La question que je me pose, c'est est-ce que Catherine a accepté en se disant que Tess ferait le service et ça lui ferait des économies? Ou est-ce que Tess n'a pas osé dépenser plus parce qu'il y a bien des gens qui servaient le vin? Et sachant qu'en plus, la vapeur sur la permanente, ce n'est pas ouf. Alors, on dirait que ça se passe plutôt bien. Ah oui, ça va. Est-ce que je peux arrêter de servir? Faites donc encore un tour. J'y vais. Il vous faudrait un coup de main. Mais on ne peut pas à la fois être général et cantinière. Oh,
Barney, c'est merveilleux, vous êtes là. Un autre point important, Catherine impose sa domination en infantilisant Tess par des conseils sur ce qu'elle devrait faire pour réussir. Et s'il oubliait de la faire, sa proposition? Il n'y a aucune chance qu'il puisse oublier. Tess, on n'arrive jamais à rien en ce bas monde en se contentant d'attendre les événements qu'on souhaite. C'est à vous de les provoquer. Regardez-moi faire. Vous apprendrez beaucoup. Comme s'il suffisait de le vouloir pour réussir, Catherine ne prend pas en compte les avantages qu'elle possède. Une famille riche et sûrement influente, lui ayant permis de faire des études à l'étranger. Comment vous me trouvez? Vous êtes très bien. À mon avis, vous devriez limiter les dorures. Dès sa première rencontre avec Catherine, et suite à une remarque, Tess commence sa transformation. Elle retire d'abord du maquillage, ses bijoux clinquants, puis ses cheveux seront moins bouffants par la suite. Quand Catherine sera partie, elle coupe ses cheveux, change sa façon de parler, emprunte des vêtements à Catherine. Son apparence lui permet de pouvoir infiltrer le cercle des privilégiés. Cependant, elle multiplie les erreurs qui la trahissent, comme une serviette en carton ou la mauvaise robe. Et enfin, il y a aussi une méfiance de Catherine envers Tess. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la défiance de Catherine envers les compétences de Tess, quand celle-ci lui apporte son idée. Entrez. J'ai eu une idée et je voudrais vous en parler. Je vous écoute. Voilà, vous savez que la société Trask cherche sérieusement à entrer dans les médias. Oui, on m'en a parlé, le bureau s'en occupe. J'ai vu le dossier et j'ai pensé que ce serait facile de leur vendre une station de radio. Trask veut une chaîne de télévision. Toutes les sociétés aimeraient en avoir une. Mon idée, c'est qu'il faut les convaincre qu'il s'agit d'un point de départ. C'est moins intéressant, bien sûr, que de posséder une chaîne. Mais c'est un investissement et nous savons qu'il y en a plusieurs qui veulent vendre. De plus, ça résoudrait un de leurs problèmes, et pas le moindre, face à leurs concurrents japonais. Parce que les étrangers n'ont pas le droit de diffusion, d'après la loi fédérale. C'est assez logique comme point de vue. Vous dites avoir étudié le dossier? Oui. N'est-ce pas une conversation entre deux cadres, entendue par vous? Pas du tout. Qui en a eu l'idée? C'est mon idée. Bien, bien. Et à qui en avez-vous parlé? Mais à personne. Vous pensez que c'est une bonne idée? Eh bien, je vais en faire l'étude pour vous dès que j'aurai une minute. Laissez-moi vos notes. D'accord. Cette méfiance envers les classes populaires et leurs compétences est un ressort connu, habituel. Si les pauvres étaient compétents, ils ne seraient plus pauvres. Catherine utilise cette idée à la fin du film, même si elle sait que le projet de Trask est à la base une idée de Tess. Elle sait aussi que personne ne prendra une secrétaire au sérieux. Il faut s'entraider dans une équipe. Est-ce que je suis bien claire? Oui, Catherine. Appelez-moi Catherine. D'accord. Bien. À présent, mettons-nous au travail. Voilà donc pour une première lecture de ce film. Je vous propose de se retrouver dans 15 jours pour un épisode sur le personnage de Catherine et le féminisme. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Ce podcast est produit par La Forge Théâtre. Je suis Camille Picot, j'ai écrit et enregistré cet épisode. Le générique est l'œuvre de Samir Dib, tout droit réservé. À bientôt.